Bienvenue dans le podcast Vérité, créé pour les entrepreneurs, avec des entrepreneurs, mais qui ne parlent pas d'entrepreneuriat. Je suis Ombeline Becker, j'accompagne depuis plus de 10 ans ces femmes et ces hommes qui portent une mission pour changer le monde, élever les consciences et créer un impact positif dans notre société. L'entrepreneuriat devient la meilleure façon d'avoir de l'impact. Mais chez ces entrepreneurs, j'ai souvent constaté un abandon de leur intégrité, de leurs besoins, de leur bonheur. Ils se sacrifient pour prioriser la performance ou minimiser leur véritable pourquoi, par peur de perdre ce qui a déjà été construit. Dans ce podcast, j'ai décidé de leur redonner la parole parce que je sais que l'entrepreneuriat est surtout un chemin d'éveil, de transformation qui remet nos valeurs spirituelles au cœur de nos entreprises et donc de la société. Et si ces entrepreneurs nous montraient qu'il n'y a plus à choisir entre réussite économique et impact sociétal, entre argent et amour? Et si ces entrepreneurs étaient les nouveaux leaders spirituels? Pendant 1 heure, je vous emmène sur un chemin de traverse, là où l'entrepreneuriat élève nos esprits, nos cœurs et nos âmes. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Thomas Burbidge, qui, après plusieurs années dans l'écosystème start-up parisien en tant que consultant, a décidé de dédier son temps et son énergie à accompagner ceux qui, comme lui, créent une activité au service de la vie qu'ils souhaitent vivre. Son podcast Young, Wild and Freelance est écouté chaque semaine par des milliers d'entrepreneurs indépendants francophones et fait partie aujourd'hui des références sur les sujets liés au freelancing et à l'indépendance. Au-delà d'une conversation, cet épisode est riche en hautes vibrations, vous l'entendrez dès le début de notre conversation. Thomas partage notamment sa philosophie et comment il la met au cœur de son entreprise. Il partage également sa vision de l'entrepreneuriat comme expérience humaine et engagée, comment entreprendre pour se transformer et devenir de meilleurs humains, pourquoi bâtir des entreprises pour un impact positif sur les mentalités, les écosystèmes et notre avenir. Bref, une leçon d'engagement, d'intégrité, d'amour, une leçon de leadership spirituel. Je vous souhaite une merveilleuse écoute et pensez à ajouter votre avis, vos 5 étoiles, à partager l'épisode à vos contacts sur WhatsApp, sur vos réseaux sociaux. Et pour aller plus loin, nous serions très heureux, Thomas et moi, de recevoir vos messages et créer des conversations ensemble. Je vous retrouve à la fin. Bonne écoute. Bonjour Thomas, bienvenue dans ce podcast. Coucou Ombeline. Merci d'avoir accepté mon invitation pour créer cette conversation en vérité ensemble. Avec grand plaisir. Je pense que c'est une des choses que je préfère faire dans mon travail, mais aussi dans ma vie finalement, ces espaces d'écoute, tu vois, où on est pleinement là avec l'autre, pas avec d'autres choses qui nous happent comme notre téléphone par exemple. Enfin voilà, c'est des moments très privilégiés que si je pouvais faire que ça de ma vie tous les jours, tout le temps, ça serait fascinant et j'aimerais beaucoup faire ça. Mais carrément, et moi aussi je pourrais faire ça tous les jours d'ailleurs. Et puis tu vois, cette connexion d'être simplement avec la voix, c'est tellement puissant. Et en plus j'adore ta voix. Right back at you. On va passer un bon moment. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà où est-ce que tu te situes pour qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement? Du coup, mon environnement micro, je suis assis à mon bureau. J'ai la chance d'avoir une pièce dédiée au travail depuis 1 an et demi. Et je crois que c'est vraiment ma pièce préférée de ma maison. Et au fur et à mesure, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit de mieux en mieux et que je m'y sente de mieux en mieux. Donc je suis assis à mon bureau. À ma gauche, j'ai une grande baie vitrée qui donne sur une espèce de vue à 180 degrés où on a le lever et le coucher du soleil sur l'horizon tous les jours, parce que donc, où je suis au niveau plus macro, je suis dans un tout petit village en Corrèze, tout en haut d'une colline, dans une maison passive, qui est une maison en gros qui n'a pas besoin d'énergie pour être chauffée, elle est pensée pour vivre avec l'environnement. Donc là, il y a un grand soleil sur les baies vitrées qui sont côté sud, côté vue. Et du coup, je suis en t-shirt shorts, j'ai chaud, alors qu'on est en plein milieu du mois de février.
Et c'est un environnement où je me sens incroyablement bien, surtout cette vue où tous les jours c'est un spectacle de la nature. Donc voilà, Hmm, voilà où je suis, en pleine magnifique. nature. On t'imagine. Très bien. Euh, la première question que j'ai pour toi, Thomas, c'est pour nos auditeurs. Avec quoi t'aimerais que les auditeurs repartent de notre conversation? Euh, Moi, une réflexion que j'essaye d'apporter dans ce que je fais, c'est toujours la prise de recul. Je l'apporte beaucoup dans mes conversations personnelles aussi. À chaque fois qu'on parle de tel ou tel sujet, je suis toujours. Enfin, j'ai souvent ce rôle un peu chiant de la personne qui essaye de dézoomer pour voir que les choses sont plus complexes que ce qu'on pourrait le croire. Surtout dans des conversations où tout le monde va dans le bon sens. Je suis souvent la personne, même si je suis d'accord avec tout le monde, je me positionne en mode attends, et si on pensait à cet autre truc. Donc je pense que ce que j'aimerais que les personnes qui nous écoutent, surtout si elles sont entrepreneurs ou qu'elles ont une entreprise, c'est une prise de recul sur leur place à eux et à elles dans cette boîte, mais surtout la place de leur boîte dans les écosystèmes dont cette entreprise fait partie et dans le monde dans lequel on habite. Parce que je crois que nos entreprises ont des rôles très importants à jouer et ne doivent pas oublier les écosystèmes desquels elles font partie. Hmm, En tout cas, en ce moment, c'est vraiment une réflexion qui anime un peu tout ce que je fais. hmm, Donc, je pense que j'aimerais bien créer, pas forcément des réponses, mais des questionnements sur ce sujet pour que, suite à la conversation, ça se poursuive. hmm, carrément. Et j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à écouter ton podcast avec Alex, Hmm. avec Alexandre Dana sur une entreprise au service du monde. On a bien Et, creusé le sujet, ouais. hmm, euh, et pour qu'on te connaisse un petit peu mieux, est-ce que tu pourrais nous partager un peu les grandes étapes ou les moments forts de ton parcours pour devenir qui tu es aujourd'hui? Hmm. Globalement, j'ai l'impression que pour l'instant, j'ai vécu, on va dire, 4 grandes phases dans ma vie. J'ai 28 ans. Ces phases ne sont pas égales. Celle qui a duré le plus longtemps, c'est celle de mon enfance, adolescence, début d'éducation supérieure, où en gros, j'ai grandi dans une famille avec des parents qui étaient assez, voire très hippies, euh, qui ont vécu le rêve de quitter la ville, s'installer à la campagne, retaper une maison de leurs mains et vivre simplement. Hmm, Et c'est une éducation que je conserve et dont je suis incroyablement fier et heureux. Enfin, j'ai beaucoup de gratitude pour ce que mes parents m'ont légué et pour la vie familiale qu'on a. Et en même temps, en habitant au fin fond de nulle part et en grandissant dans ce cadre-là, j'ai grandi avec une espèce de combat intérieur de j'ai envie de faire rupture avec ça et devenir quelqu'un. Voilà, on grandit dans une société qui nous transpose des idéaux et qui nous, je vais utiliser le mot conditionne à désirer certaines choses. Et les choses que je désirais à l'époque, surtout quand j'étais adolescent, c'était euh, faire plus d'argent parce que l'argent c'était parfois un sujet dans la famille, euh, réussir à faire ce que je voulais quand je voulais, devenir quelqu'un d'important sur un sujet. Enfin voilà, je pense que cette phrase de devenir quelqu'un était très présente dans cette première phase-là de ma vie, hmm, que j'ai donc poursuivie. Je suis arrivé à faire mes études à Paris Dauphine, qui est une super belle université. J'ai commencé à faire mes études en alternance dans un cabinet de conseil. Enfin voilà, tu vois la voie toute tracée de la société où tu mets ton costard cravate, tu te prépares à un job où tu as un salaire de 3, 4, peut-être plus tard 10, 15 000 euros par mois. Et on te dit c'est ça la voie. Et du coup, la rupture s'est faite au moment où je mets un pied très concret dans ce monde-là. Donc c'est ma première semaine d'alternance à la Défense, dans cette tour. Et la seconde phase de ma vie arrive le vendredi soir quand je quitte le travail à la fin de ma première semaine et où mon père décède d'une rupture d'anévrisme. Du coup, une rupture d'anévrisme, c'est un vaisseau sanguin qui explose dans le cerveau, qui hmm, inonde le cerveau de sang. Au mieux, on survit avec des lésions physiques et neurologiques parfois très intenses qui peuvent aller jusqu'à la paralysie.
au pire, c'est terminé en quelques heures parce que le cerveau fonctionne plus une fois inondé de sang. Ici, c'est la deuxième chose qui s'est produite. Et je reçois un appel de ma mère ce soir-là qui me dit il faut que tu sautes dans un train, on est tout à l'hôpital et en gros il faut juste que tu viennes et l'idée c'est qu'ils vont débrancher la machine quand tu arrives. Et là la deuxième phase de ma vie commence à ce moment-là où je traverse le deuil. J'ai beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension de pourquoi et j'ai une photo de lui là sur mon bureau que je regarde en disant ça. Et pourquoi une personne avec autant d'amour, de bienveillance, qui a toujours fait tout pour les autres, comment c'est possible qu'une personne comme ça soit embarquée aussitôt à 57 ans? Enfin voilà, ouais. Est-ce que tu as la réponse aujourd'hui? Je sais pas si j'ai la réponse. Enfin, je sais pas si j'ai la réponse de pourquoi cette personne est embarquée en soi, mais j'ai trouvé une réponse qui me convient dans l'histoire de ma vie. Et c'est justement le fait de trouver cette réponse qui m'embarque dans la troisième phase, où en gros, après avoir traversé toutes ces étapes très difficiles de deuil, où j'étais un peu... l'image que j'utilise souvent, c'est dire je suis devenu un artiste maudit, habillé en noir, où j'avais le droit à tout, parce que ma douleur le justifiait. Et quand je repense à cette période de ma vie qui a duré 1 an et quelques, je vois les crasses que je faisais dans mes relations. J'étais pas une personne très respectueuse dans mes relations, notamment mes relations intimes, mais tout justifiait ça, dans le sens où j'étais quelqu'un qui avait souffert de quelque chose d'atroce, et donc on pouvait pas m'en vouloir. Et c'était devenu un peu une coquille avec laquelle je me protégeais, de me dire regarde ce qui s'est passé d'horrible, ça justifie tout ce que je peux faire, tu peux pas m'en vouloir. Et du coup je vivais des relations où les gens s'attachaient à moi et moi non, et du coup c'était ok, j'avais pas besoin de m'attacher, c'était normal. Enfin bref, et il y a un moment où je me suis un peu réveillé de ça, notamment grâce à une amie avec qui j'avais une relation épistolaire, on s'écrivait des lettres. Et elle m'a mis un peu un coup de pied dans la fourmilière un jour dans une de ses lettres en disant que je suis dans une pièce noire, toutes les autres pièces de la maison sont éclairées, il se passe plein de belles choses, mais moi je reste dans ma pièce noire, j'ai fermé la porte à clé, personne ne peut ouvrir de l'extérieur. Les gens peuvent me soutenir à l'oral en parlant par la porte, mais il n'y a personne qui peut rentrer, me lever, me faire sortir. Et que moi, je sais qu'il y a la lumière qui est là, mais je choisis de ne pas ouvrir la porte. Et ça, c'est un peu secoué. C'était dur à entendre, et en même temps, je crois que c'est ça vraiment les amitiés fortes, c'est les gens qui te disent ce genre de choses quand il faut les dire. Et c'est ça qui m'a fait tomber dans la troisième phase de recherche et c'est un peu la phase développement personnel de ma vie où je découvre les questionnements de soi, tous ces livres classiques que tout le monde lit au début, comme les blessures qui empêchent d'être soi de Lise Bourbeau, Miracle Morning, enfin toutes ces choses-là. Et où j'entame une sorte de recherche de, ok, c'est quoi le prochain chapitre de ma vie? Et que je commence à questionner ce qui m'est arrivé en me disant, ok, j'ai 2 choix. Soit c'est le début de la fin, soit c'est le début d'une autre page. Parce que voilà, j'avais quelque part le pouvoir sur l'impact de cet événement sur ma vie. Et en cherchant, j'ai beaucoup questionné ma mère, mes proches, sur la vie de mon père et les décisions qu'il a prises et un peu sa philosophie de comment il vivait. Et je me suis rendu compte que tout au long de sa vie, son entourage, là où moi je disais dans ma phase 1 de vie, la société avait projeté sur moi son plan pour moi de devenir quelqu'un. Mais mon père, toute sa vie, c'était son entourage qui l'avait fait. Son père était un consultant très connu sur le sujet de la productivité des usines. Il a écrit plein de livres dessus. D'ailleurs, il y a un des lecteurs de ma newsletter récemment qui a fait le lien et qui m'a envoyé des photos du livre de mon grand-père qu'il a dans sa bibliothèque en disant je viens de capter parce qu'il avait écouté un podcast où je parlais de mon père et de mon grand-père. Et donc le père de mon père, ce niveau-là de réussite entre guillemets, sa mère était docteur, pareil, gros diplôme, belle réussite. C'était le dernier d'une fratrie de 4. Le plus vieux des grands frères a hérité d'un clan écossais
et donc c'est le cheftain du clan. Celui juste en dessous est devenu avocat et a notamment été très impliqué dans la lutte pour la protection des avocats en Colombie, où en gros il y a beaucoup d'avocats qui se font tuer par la mafia du coin quand ils défendent les gens qui sont contre la mafia. Et du coup, il a mené beaucoup d'actions là-bas pour sécuriser davantage la profession des avocats. Donc pareil, des choses où on peut briller, entre guillemets. Alors que mon père, son rêve, c'était faire sa petite life et faire retaper sa ferme en Dordogne, ce qu'il a fait. Mais pour ça, quelque part, il a dû rejeter les attentes de sa famille. Et jusqu'à aujourd'hui même, il y a une tante avec toute la bienveillance de cette personne qui est dans sa réalité, mais qui se moque un peu de ce que mon père a fait de sa vie. Il a voulu lancer une boîte à un moment de déménagement et il faisait n'importe quoi. Et moi, c'est drôle a posteriori, tu vois, mais je comprends que d'autres personnes disent, mais en fait, tu vrilles, tu vois, tu brilles. Et du coup, je me suis reconnecté à cette philosophie pour raccrocher avec les phases de ma vie en me disant, tiens, si mon père était... Et si la mort de mon père intervenait à un moment critique pour moi, comme s'il voulait m'envoyer un message que j'étais pas prêt à entendre, ça aurait été quoi ce message? Et ça, cette question naît de je ne sais où, mais sûrement de mes lectures, de mes questionnements spirituels. J'ai lu un livre sur la mort, la vie après la mort, très intéressant. Enfin, bref, tout ça se nourrit. Et je me pose cette question de s'il pouvait m'envoyer un message, si sa mort signifiait une phrase philosophique pour guider ma vie, ce serait quoi? Et ce que j'ai écrit un jour dans mes 3 pages matinales, comme on fait dans ces moments de vie, c'était que toute ta vie, les autres projetteront sur toi leur définition d'une vie bien vécue, mais la quête de la vie, c'est de se raccrocher et de trouver la sienne. Et que celle de mon père, c'était rejeter les attentes de voilà ce qu'il faut que tu fasses pour réussir dans la vie, poursuivre les siennes en achetant cette vieille ferme défoncée en Dordogne, en la retapant de ses mains et en faisant une sorte de havre de paix pour sa famille. Où du coup j'ai grandi en escaladant des pierres tout nu comme un petit hippie. Et quand je comprends ça... Ouais, vas-y, pardon. Non, vas-y. Parce que du coup on est phase 3 sur 4 si t'as suivi. Ouais, j'ai suivi. Et du coup cette phase 3, c'est ok, comment je vis différemment avec cette philosophie-là. Si mon père voulait me transmettre ça en partant, c'est quoi les conséquences sur comment je dois vivre? Et quand j'ai cette prise de conscience, je suis dans ma dernière année d'études à Dauphine, et une des consciences que j'ai, c'est ok, je sais pas ce que je veux. Je sais pas ce que c'est ma définition du bonheur, de la réussite, d'une vie bien vécue. Par contre, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le travail allait prendre une énorme place dans les conditions de ma vie. C'est 10 000 jours, 90 000 heures, 4 000 semaines, je crois. Enfin bref, c'est faramineux le temps qu'on passe à travailler. Ouais. Et donc la première réflexion que j'ai eue, c'est si au moment où je trouve ma définition d'une vie bien vécue, je vais avoir le contrôle pour la créer, il faut que j'ai un max de contrôle sur mon travail. Et ce que j'avais vécu pour l'instant, c'était le cabinet de conseil, le monde des agences, où clairement, tu as très peu de contrôle quand tu commences à bosser. On te fait travailler jusqu'à 2h du mat' sur les charrettes parce que le projet est super urgent, tu comprends, il faut le rendre demain. Donc tu as peu d'emprise en fait sur tes conditions de vie. Et à ce moment-là, d'une manière très hasardeuse et en même temps pas forcément peut-être, je tombe sur une pub de Crème de la Crème, qui est une plateforme pour freelance, et à l'époque sa cible c'était les étudiants, en disant quand tu es en études, tu as un savoir à valoriser, tu le valorises de plein de manières, mais tu peux le valoriser en faisant du travail en freelance et en te faisant payer par des boîtes qui ont besoin de gens qui ont tes compétences mais qu'eux n'ont pas. Et donc tout naïvement, je clique sur la pub, je vais sur le site de l'URSSAF, je crois, je crée mon statut, et pendant ma dernière année d'études, je me lance à mon compte. Je commence à faire un peu tout ce qu'on me propose. Je fais du marketing, je fais de la com, je fais des réseaux sociaux, je fais tous les trucs qu'on m'attribue à avoir des compétences. Je fais même de la photo à un moment pour une blogueuse mode qui pense avoir trouvé la perle rare alors que j'ai appris la photo sur YouTube 3 semaines avant la mission. Enfin, j'étais en mode, je me bouge pour avoir les conditions que je veux et pour créer mon propre travail. Et donc je continue ça après mes études, alors que tous mes profs, tous les gens de la classe, enfin j'étais l'ovni quoi.
C'était, attends, t'es dans une des meilleures universités de France, t'as accès aux plus beaux postes dans les plus belles boîtes, et t'es en train de nous dire que tu veux pas ça, et que tu veux créer ton propre truc seul, Mm. en te faisant payer 3 francs 6 sous, et encore quand tu trouves des clients. Et j'étais là, ouais. Ouais. Et donc ça enchaîne sur ma phase entrepreneuriale dans laquelle je suis encore, qui a énormément évolué depuis ce jour-là. Le lancement, c'est en 2016 que j'ai commencé. Donc ça, il y a eu plein de pages dans ce grand chapitre entrepreneuriat que j'aurais pu redécouper ici en les présentant, mais Ça fera voilà. un autre podcast. Exactement, c'est très long. Mais globalement, je pense que ce qui définit énormément qui je suis et ce que je fais, qui était ta question de base, c'est cet événement de la mort de mon père qui me précipite dans tellement de questions vitales, je crois, sur notre courte existence sur Terre et qu'est-ce qu'on en fait. Ouais, et à quoi tu dis oui, en fait? Qu'est-ce que tu choisis? À quoi tu dis oui? Ouais. En fait, voilà, j'ai cette vie, j'ai à peu près 80 ans, peut-être plus, si on en croit l'évolution de l'espérance de vie. À quoi j'ai envie de dédier ce temps, sachant que beaucoup de ce temps va être passé à travailler dans notre structure sociale et sociétale actuelle, Mm-hmm. là où le travail est au centre, bah ok, à quoi ça ressemble pour moi, quoi. Mm-hmm. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ça me touche beaucoup ton témoignage, parce que moi, j'ai perdu mon père en 2012. Et donc, en t'écoutant, je me pose la question de quel aurait été son message, tu vois, à travers son décès. Et en fait, je pense que c'est le même. Ouais. Donc, ouais. Tu faisais quoi en 2012, du coup? Et ben, c'est la première année de mon entreprise. Tu vois, je me suis installée en tant qu'entrepreneur en janvier 2012. Donc, tu vois, ça fait 11 ans. Et papa est décédé en septembre. Donc ouais, et je pense que lui, c'était pareil. Il est devenu entrepreneur à la fin de sa vie. Ouais. Et ça le rendait tellement heureux d'avoir choisi son modèle, son style de vie. Et je me souviens de mon grand-père qui, le jour de l'enterrement, avait été très touché des témoignages des gens qui disaient mais Jacques était un homme extraordinaire et tellement au service des autres, en fait. Et voilà. Et donc, il a découvert ça les dernières années seulement de sa vie. Donc voilà, je pense que le message serait similaire à ton père. Voilà. Ouais. Et je trouve que, tu vois, ce questionnement, il m'a fait énormément de bien à l'époque. Et ça enfin, tu vois, j'ai l'impression que depuis ce moment-là, j'ai un grand truc sur le rapport à la mort. Et je pense que peut-être dans une future phase de ma vie, je ferai peut-être quelque chose sur le sujet. Mais tu vois, ce questionnement, il m'a accompagné aussi dans la mort de mon grand-père, qui est mort l'année du Covid, le tout début du Covid. Enfin, avant le Covid, c'est 2020, je crois, du coup, je me souviens plus exactement. 2019, mais c'est marrant, le mien aussi, fin 2019. C'est fou. Ouais, là C'était c'était le père de février. ton père? Le père de ma mère, De ta mère, pour ouais. le coup. Mais j'ai écrit un discours pour son enterrement où je parlais de ça. Je disais en gros que dans plein de philosophies à travers le monde, la mort est vue comme à la fois la fin et le début de quelque chose. Et que ici on se réunit comme tout bon enterrement pour célébrer la fin de quelque chose pour lui. Et du coup, j'ai posé la question à tout le monde et de me dire, bah, et si lui était là, ce serait quoi le début qu'il souhaiterait à chacun et chacune d'entre vous? Parce qu'en fait, on peut prendre cet événement, aussi triste qu'il soit, et en faire quelque chose. Et ça avait beaucoup touché les gens. Et je pense que c'est un questionnement autour de la mort qui fait du bien, en fait, de se dire, bah, oui, il y a quelque chose qui se termine, mais pour honorer. Et c'est pour ça qu'il y a cette photo de mon père à côté de mon bureau quand je travaille. Chaque jour, je l'ai là. C'est parce que tout ce que je crée aujourd'hui, quelque part, c'est ça, comment dire, j'allais dire sa lignée, mais c'est son héritage, tu vois. C'est que je ne ferais pas du tout ce que je fais là sans cet événement. S'il n'était pas mort, je serais certainement en agence de stratégie de marque ou dans une grande agence de pub à Paris. Et ma vie serait complètement différente. Est-ce que je serais heureux dans cette autre vie? Je ne sais pas. J'ai pas le don de l'omniscience pour le savoir. Je me raconte que non.
Mais tu vois, je me dis, on peut faire ça en fait. On peut prendre la mort, la transformer en quelque chose comme le cycle naturel Bien des sûr, plantes oui. aussi, tu vois. Oui, et puis comme chaque moment comme ça, clé dans notre vie, que ce soit un décès, que ce soit un accident, que ce soit une maladie, euh, Ouais. ce sont je dirais pas des cadeaux cachés parce que ça fait un peu trop dev perso, mais voilà. C'est des choses qu'on peut transformer, Bien sûr, ouais, à bien mon sûr. sens. Et c'est pas tout de suite. Là où le développement personnel, je pense, a beaucoup de dérives, c'est que souvent ça devient une injonction à la transformation des choses. Donc Ouais. t'as vécu un truc difficile, plus t'es fort, plus t'es capable d'en faire un atout vite. Mhm. Et je pense que le message ici, il se perd un peu. C'est plutôt de dire que il y a quelque part dans cet événement une petite étincelle de potentiel pour que ça se transforme dans le temps en quelque chose qui peut te nourrir. Mais c'est ni une obligation, ni un truc à faire tout de suite, parce que ces études sur la courbe du deuil existent pour une raison. Toutes les personnes qui accompagnent à se remettre d'un trauma existent pour une raison. C'est Mhm. que je pense que c'est un des trucs les plus difficiles à faire dans notre existence humaine. Oui, et puis de toute façon, ce rapport au temps, Et il est différent pour aussi tout le bien monde en en tant plus. qu'entrepreneur que dans le développement personnel et dans notre société moderne, on va dire, il a été beaucoup challengé. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on revient à cette tendance du slow life, Ouais, à ce besoin de ralentir, d'accepter le temps aussi. ouais. Et il y a un outil de coaching que j'ai découvert sur ça qui en parle un peu, du coup, qui est fascinant et que je vais partager. C'est un Américain qui s'appelle Jim Dethmer, qui a plein d'outils fascinants sur ce genre de choses à partir de quel espace de conscience est-ce qu'on vient approcher un problème ou approcher une douleur. Et un de ces outils qui est très simple, mais que je trouve aide beaucoup sur ça, dans ces séances, tu le vois, il met son bras devant lui comme une ligne qui coupe l'écran en deux, parce qu'il fait beaucoup de Ouais. virtuel. Et en gros, il pose à tout le monde la question de, face à cet événement, est-ce que tu es au-dessus de la ligne ou en dessous de la ligne? En dessous de Mhm. la ligne, ça veut dire quand tu penses, quand tu te projettes dans l'événement, quand tu relates avec, ce qui sort en premier, c'est de la douleur, de la peine. Et en fait, ce dont tu as le plus besoin, c'est de l'empathie et de l'accueil et de l'amour pour toi et pour les émotions que tu traverses. Et t'es pas prêt à transformer. Mais plus tu te rapproches de la ligne, et du coup, il demande de schématiser, c'est hyper intéressant comme travail à faire. Plus tu te rapproches de la ligne, plus tu es dans le potentiel de transformer et de faire un travail de, OK, comme ce qu'on fait en psychothérapie par exemple, de c'est quoi la place de cet événement dans ton histoire autobiographique. Si tu racontais ton histoire comme un livre, tu peux en fait venir réécrire un peu la place de cet événement dans ta vie. Mais ça, tu ne peux pas le faire si tu n'es pas assez proche de la ligne, c'est-à-dire si tu n'as pas les ressources émotionnelles, si tu n'as pas reçu l'empathie, l'accueil, la traversée du désert, de tout ce que ça Mhm. représente, de se remettre d'un trauma comme ça. Si t'as pas ça, tu peux pas transformer. Et ça prend plus ou moins longtemps en fonction de qui tu es, dans quel contexte tu as grandi, et c'est là où toute la dimension politique rentre en compte aussi, qui est vachement intéressante. Mhm. Parce on n'est pas égaux face à ça. Et du coup, c'est hyper Non, cool, je mais trouve, d'un de autre se côté, positionner. ouais. Et moi, je crois que les événements que la vie met sur notre chemin, c'est toujours au meilleur moment et c'est toujours au moment où on a déjà les capacités et les ressources de les dépasser. Même si on n'est pas conscient, tu veux dire, Oui, de tout à ça. fait, même si on n'est pas Hmm. conscient. Donc, ouais. C'est l'histoire que je me raconte aussi. Ouais. Je le sais pas pour être, je le sais pas pour être sûr, mais je trouve que de me raconter cette histoire, que quand ça arrive, c'est que c'est le bon moment et qu'on doit recevoir quelque chose à cet endroit-là, moi, ça me fait du bien pour y donner du sens. Ouais, et puis Après, ouais, je pense qu'il y a un moment donné aussi où on est devenu convaincu que la vie voulait notre bonheur et le meilleur pour nous. ouais, Je pense que ça, c'est un déclic important. ouais. Et encore une fois, ouais, c'est cette Malgré, convi... voilà, malgré les événements, malgré les traumas, malgré les Ouais, blessures, malgré tout, en fait. Mais ouais. ce sont des étapes vers toujours un mieux. Encore une fois, j'adore cette terminologie que j'utilise là de dire que c'est l'histoire que j'ai choisi de me raconter parce que on peut pas savoir, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression de pouvoir savoir que c'est vraiment le cas. Ah bah Ça se non. trouve, c'est pas du tout le cas et juste, voilà,
la vie nous balance des hasards de merde, et il n'y a aucun lien. Mais j'aime bien cette histoire de me dire, la vie est toujours à mon service, quel que soit ce qui se passe, et que je peux y trouver un potentiel pour transformer des choses, pour m'épanouir davantage. Et tout vient de cette conviction après, c'est vrai. Oui, et puis cette conviction, elle vient aussi du fait que tu as choisi d'être heureux. Ouais. Oui. Et donc, tu te l'es autorisé. C'est clair. Enfin, en tout cas, ça fait écho avec ce que je disais sur mon père, que cet événement a le pouvoir d'être le début de la fin ou le début d'une nouvelle étape, et je peux choisir, en fait, c'est lequel que je vais mettre dans mon autobiographie. Carrément. Et je pense que, effectivement, ton témoignage est important parce que ça rappelle que tout est en notre pouvoir, en fait, et qu'on a simplement à choisir ce qu'on veut pour notre vie. Ouais. Ouais. Bah, tu vois, là, ça m'accompagne dans plein de réflexions du moment sur, tu vois, le mot tout. Parce que une autre chose qui me définit un peu, c'est mon côté, et on en parlera, enfin, je le disais en intro, le côté un peu, j'ai une part militante, dans le sens où j'ai envie qu'on prenne du recul sur le fonctionnement structurel de notre société, de toutes ces choses-là, notamment sur les combats écologiques, sur la place politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'organise entre êtres humains, parce que c'est ça à la base la politique, avant d'être des hommes et des femmes qui veulent se faire élire des élections et utilisent toutes sortes de stratégies pour. À la base, c'est la discipline de comment on organise des sociétés humaines. Enfin, bref, du coup, j'ai envie de... Oui, comment on organise les masses. Ouais. Voilà, donc j'ai une part un peu militante là-dessus, qui se questionne de plus en plus sur ce qui m'a sauvé dans le développement personnel, qui est effectivement cette réflexion de j'ai le pouvoir, et me dire, ok, j'ai peut-être pas tout le pouvoir, j'ai un pouvoir qui a clairement de l'impact sur ma vie, mais il y a d'autres choses où j'ai l'impression, tant qu'un gouvernement ou des lois ou des choses bougent, ça favorise pas non plus. Et tu vois, moi j'ai l'impression d'être clairement dans la catégorie Ou peut-être que si. Ou peut-être que si, et c'est là encore où l'histoire que je me raconte en ce moment se tourne dans ce sens, et ça me permet d'agir dans des choses qui me créent de l'épanouissement, c'est-à-dire militer pour des revirements politiques potentiels, faire en sorte que des lois s'implantent dans le bon sens, faire en sorte que la conscience collective des enjeux face auxquels on est avec le dérèglement climatique évolue. Et ça me crée du sens et du bonheur dans mon quotidien, de me raconter qu'il y a besoin de ça, donc je mets en place ces actions. Et effectivement, c'est une histoire. Je ne sais pas à quel point j'ai tout le pouvoir sur mon existence ou non. En ce moment, j'aime bien me mettre dans la case de en fait, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai pas le pouvoir, mais je peux poser des actions pour que ça bouge. Donc effectivement, peut-être que là, ça veut dire que j'ai tout le pouvoir, parce que quoi qu'il arrive, je peux poser des actions. En tout cas, oui. j'ai l'impression qu'il y a des spectres. Je peux le regarder depuis la gauche ou depuis la droite. Les idées qu'on a, les décisions qu'on prend, on ne sait pas vraiment d'où elles viennent, finalement, même quand on a l'impression d'être dans notre libre arbitre, de faire des choix pour nous, etc. Mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment des choix? Tu vois, est-ce que les choix, on ne les a pas faits avant de venir sur Terre, ou est-ce que ce n'est pas le tout qui, de toute façon, est dans cette quête d'évolution et de croissance? On ne sait pas. On ne sait pas. Et ça, tu vois, c'est marrant. Tu me posais la question avant le podcast de est-ce qu'il y a des choses dont on peut parler ou pas, et ma réponse est toujours je parle de tout et j'ai aucune limite, dans le sens où quelque part je me sens pas propriétaire en fait des. Ouais. En tout cas, il y a une part de moi qui ne se sent pas propriétaire ni des expériences que je vis, ni des connaissances que je développe, parce qu'en fait, elles viennent d'endroits dont j'ai pas forcément la maîtrise, elles viennent que des autres. Je n'aurais jamais tout ce que j'ai aujourd'hui, ou tout ce que je sais, ou tout ce que j'ai fait, sans l'interdépendance avec tous les autres êtres humains qui ont peuplé ma vie. Et puis avec la nature, et avec tout. Voilà, tout ce qui nous entoure, quoi. J'aurais jamais tout ce que j'ai sans ça. Et en plus, la part des personnes qui inventent réellement quelque chose de complètement neuf, qui n'est tiré d'aucune source d'inspiration extérieure, elle est incroyablement limitée. Je dirais même qu'elle n'existe pas. Et dans ce sens, je pense qu'elle n'existe pas. Je pense qu'elle n'existe pas.
c'est que du conditionnement ou des choses qu'on a reçues de l'extérieur, des Mhm. inspirations qui se remélangent dans notre unicité par nos expériences de vie. Et dans ce Mhm. sens, du coup, moi, je me dis, en fait, c'est quoi quand quelqu'un, tu vois, je vois souvent des gens qui sont horrifiés parce que quelqu'un a copié leur post sur Instagram, et je suis en mode, ben en fait, ça t'appartenait pas forcément au début. Mhm. Oui, propriété intellectuelle, c'est important de protéger ses œuvres et tout parce que elles Oui, puis c'est viennent quand même de notre important de respecter expérience. l'intégrité des autres, tu vois. Même Tout à si, fait. même si tout nous enfin, rien nous appartient, mais bon, il y a quand même quand même un respect de l'autre, je trouve. Complètement, complètement. Et en même temps, moi, je me dis, ben en fait, pourquoi cacher des trucs? Pourquoi ne pas, dans mes articles bilan, mettre tous les chiffres de ma boîte et être ultra transparent dessus? Parce qu'en fait, ça m'appartient pas. Je suis en Mhm. train de traverser ça et de vivre des expériences et de retenir des choses et d'essayer de les transmettre au mieux. Et je me considère un peu comme tu vois, comme un réceptacle. Il y a des Ouais. choses qui transitent à travers moi et que je Ouais. rends et qui prennent une couleur un peu différente en passant à travers moi parce que j'ai une expérience de vie différente de tous les autres êtres humains sur Terre. Donc pourquoi pas mettre une petite couleur nouvelle, mais c'est venu de quelque part et ça s'en va quelque part d'autre, ça stagne pas en moi, quoi, tu vois. Mhm. J'avais lu, je crois que c'est dans Conversation avec Dieu. J'aime bien cette définition. Alors moi, la vie, le tout, le divin, enfin voilà, chacun met le mot qui lui Ouais. convient. Euh, dans lequel, en fait, donc, entre guillemets, Dieu parle et dit qu'il a créé les humains pour mieux se connaître dans toutes ses facettes. Hmm. Et donc, ça, tu vois, ça me fait penser à ça, ce que tu partages là. C'est-à-dire que finalement, chacun, on est un outil pour expérimenter le divin, pour expérimenter la vie, et chacun avec notre unicité, notre singularité, avec notre vibration unique, on va Ouais, apporter quelque chose. grave. Et c'est là où, dans ce que tu dis, moi, ce qui me émerge en premier, c'est de nouveau ce terme de interdépendance. C'est-à-dire Ouais. que si on est tous et toutes des petites facettes de quelque chose d'autre, eh bien, en fait, la vérité ne se trouve que dans les facettes Mhm. réunies. Mhm. Mais les facettes sans les autres n'existent pas. Exactement. Et du coup, et ça me parle à quelque chose qui est très important pour moi dans mon entreprise, notamment, c'est de conserver l'humilité que je ne sais rien. J'apprends tous les jours, mais je ne sais vraiment rien par rapport à l'immensité du savoir, et que les meilleures choses viennent du collectif et de l'intelligence collective à tous les niveaux. Mhm. Et tu vois, ça me permet de me sentir bien mieux en plus avec les grandes oppositions entre les points de vue. Enfin, je me dis, ok, à chaque fois que quelqu'un exprime quelque chose, que je sois d'accord ou pas avec, il y a à l'intérieur de ça quelque chose à en tirer. Mhm. Et que le travail à faire, c'est, entre guillemets, prendre sa petite pioche et son petit truc et délimiter les contours de, tiens, ça m'apporte quoi? Ouais. Quelle place ça a dans le fait de me rapprocher le plus en plus de la vérité, de comment fonctionne le monde, de comment fonctionne une entreprise, de comment on se développe en tant qu'être humain, enfin voilà, sachant qu'on ne saura jamais vraiment. Mais ouais, je trouve que c'est fascinant de se dire, ok, on joue tous à un grand jeu. Mhm. La clé de ce jeu, ce serait de réunir le savoir de tous les êtres humains sur Terre, de toutes leurs expériences, et là on aurait la réponse. Et encore, c'est pas sûr. Pas sûr, non. Et Et puis on je sais pas si n'arrivera la jamais au réponse, bout. je sais pas si la réponse elle est sur Terre, en fait. En plus, c'est vrai, d'ailleurs, oui, parce que Ouais. peut-être que les facettes, c'est pas que l'humanité. Ouais, c'est C'est ça. Il y a sûrement peut-être pas bien que la au-delà de Terre. ça. Ouais. Moi, je crois en en d'autres humanités plus avancées et d'autres moins avancées aussi. Et tout ça forme aussi un autre tout Ouais. au niveau encore au-delà de la planète. Ouais. Après, si on s'aventure là-dedans, je pense que on va sortir de cette conversation. Bah après, mon intention, tu m'as posé la question au début, c'était qu'on sorte avec du recul et plein de questions plus que de réponses. Donc effectivement, c'est peut-être une des voies pour remplir cette intention, c'est de se désatelliser et de se dire, ok, je suis un morceau de poussière sur un morceau de poussière au milieu d'une infinité de rien. Mm. C'est une des voies. C'est une des voies.
Et peut-être que Mais c'est un peu trop dézoomé par rapport à ce que les gens cherchent en écoutant cet épisode, je ne sais pas. tout à fait. Je vais recadrer. On redescend. On redescend dans la matière tout de suite. Ouais. Et je crois que c'est un Euh, truc important dont tu parles souvent pour les gens que tu accompagnes d'ailleurs, de oui, désatelliser c'est bien, mais il y a la matière, faut pas qu'on l'oublie, quoi. Bah, les 2, c'est aussi toute la richesse de toutes ces facettes et une facette n'existe pas sans les autres. Hmm. Donc, euh, donc pour moi, la spiritualité et la matière, c'est ce qu'on est venu expérimenter ici et en tant qu'entrepreneur, c'est tellement riche d'expérimenter aussi ça. Ouais. Euh, pour en revenir à l'entrepreneuriat, justement, et je sais que tu vas aimer cette question parce que tu vas avoir plein de choses à dire. En Formidable. quoi l'entrepreneuriat est important dans notre société, Thomas? Ah, Omboline, merci. Tu as raison, j'ai beaucoup de choses à dire. Bah, reprenons ce point d'entrée de l'interdépendance. C'est impossible pour un être humain d'exister isolé de tous les autres êtres humains. Et ça, c'est souvent des trucs où ça me fait vriller de constater la beauté de la complexité du monde dans lequel on vit, c'est que toutes les choses qui m'entourent, donc je parlais de mon bureau au tout début, je suis dans mon bureau, j'ai ce bureau en bois devant moi, il y a aussi pas que du bois, il y a une sorte de matériau métallique pour les pieds, à côté de moi là il y a une plante, il y a la maison dans laquelle je suis. Toutes ces choses, c'est pas moi qui les ai façonnées et construites. Et en même temps, elles sont avec moi tous les jours et elles embellissent ma vie. De la même manière, ce que je mange et ce que je consomme, c'est pas moi qui ai mis l'effort nécessaire pour que ces choses existent. Les carottes que j'ai mangées à midi dans un curry, c'est un petit producteur local, un maraîcher, que je vois le dimanche quand je vais au marché, qui met beaucoup d'amour et d'entrain dans ce qu'il fait et à qui j'achète ces carottes, je sais pas, 2 € le kilo, je sais même plus le prix. Et tu vois, je ne peux pas exister isolé de toutes ces autres personnes qui contribuent à mon existence. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est de se dire, qu'est-ce qui manque à cette interdépendance humaine pour que tous et toutes ensemble, on s'épanouisse un peu plus. Et donc la question, qui est la question qu'on pose avec Alexandre Dana dans l'épisode de podcast que tu mentionnais plus tôt, de c'est quoi une entreprise au service du monde? C'est une entreprise qui comprend l'interdépendance des humains, et que cette interdépendance est aussi liée non pas que entre humains, mais avec l'écosystème dans lequel on existe, donc l'écosystème de la nature, de la planète, les écosystèmes sociaux, et qui comprend une certaine problématique dans cette grande équation et cherche à améliorer les choses à cet endroit-là. Donc par exemple, c'est ok, tiens, je vois que si on prend mon cas par exemple, les gens qui se lancent à leur compte en tant que freelance, il y a un énorme déficit d'accompagnement, de soutien et de confiance pour ces gens-là. Parce que leur famille pense que c'est une mauvaise idée, parce que personne enseigne l'entrepreneuriat à ce niveau de l'individu. Dans les écoles, on enseigne l'entrepreneuriat de la Startup Nation pour aller lever des fonds, mais personne n'enseigne quand tu te lances avec ta bonne volonté et ton couteau, seul devant l'ordi, tu te retrouves chez toi, tu l'ouvres, tu sais pas quoi faire. Mais on Bah apprend à créer, on apprend des entreprises, mais on n'apprend pas à devenir entrepreneur. ouais, complètement. Et donc toutes les facettes humaines que ça recèle aussi. Donc ça, c'est Mm. un problème pour améliorer l'existence des êtres humains qui m'inspirent, que j'ai identifié. Et en même temps, les autres choses que ça touche, c'est ok, bah, c'est quoi la place de ces entrepreneurs freelance-là dans leur écosystème local? Tu vois, genre le maraîcher dont je parlais, il a un rôle très important dans l'écosystème local autour de Mhm. chez moi, dans le petit village en Corrèze. Il a un vrai impact sur l'écosystème social des gens et l'écosystème écologique aussi. Parce que la petite parcelle de terre qu'il cultive, il peut la cultiver de deux manières. Soit en volant à la terre, soit en donnant à la terre tout en la travaillant, Mm. qui sont globalement les deux grands types d'agriculture. Et pour moi, le rôle des entrepreneurs dans le monde et des entreprises dans le monde, c'est d'œuvrer à ces trois niveaux avec ce qu'ils font ou ce qu'elles font, transformer déjà soi, comme tu disais, on crée nos entreprises pour une raison particulière qui va de la transformation de notre propre vie, transformer son écosystème humain, donc c'est à la fois ses clients, mais aussi les gens qui sont autour de nous et qu'on touche avec nos entreprises. Donc genre, qu'est-ce que je fais de mon argent? Est-ce que je paye mes impôts ou non? Enfin voilà, tout l'écosystème humain et l'écosystème, disons plutôt naturel,
Et toi et moi, dans le mastermind de Live Mentor avec Alex, on a beaucoup réfléchi à cette question de c'est quoi une entreprise résiliente. Et je crois que les entreprises Et les plus robuste, ouais. résilientes et robustes, c'est les entreprises qui savent que si dans 200 ans, 300 ans, l'espace de notre planète ne peut plus accueillir des êtres humains parce qu'on l'a détruit, nos entreprises meurent. Mhm. Donc c'est quoi une entreprise résiliente? C'est une entreprise qui permet à l'écosystème naturel sur lequel nos entreprises sont implantées de persister dans le temps. Et que si on ne Oui, résout pas ça, peu importe les innovations technologiques et les belles choses qu'on fait à côté, ben ça sert à rien en fait, parce que d'ici 200 ans, tout disparaît. bien sûr. Et puis en fait, ce que tu es en train de décrire, c'est moi, à la base, ma définition d'une entreprise. Ouais, bah Tu pour vois, moi aussi, c'est ça. enfin, une entreprise résiliente, robuste, éthique, enfin, pour moi, il n'y a pas besoin de préciser ça, en fait. Une entreprise devrait exister pour ça. Mais je crois qu'on l'a oublié en fait. Donc Ouais. c'est pour ça, ça me semble essentiel de le préciser finalement. C'est que aujourd'hui, si tu. Même je crois que si on regarde sur la définition de entreprise dans le dictionnaire, c'est une structure privée qui génère des revenus basés Qui sur. crée de la valeur. Voilà, créer de la valeur. Et ça vient de. Il y a un livre fascinant que j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à lire là-dessus qui s'appelle En finir avec la productivité, critique féministe de l'économie ou un truc comme ça. C'est écrit par Laetitia Vito, qui est une personne fascinante, Ouais. qui réfléchit sur futur du travail, féminisme. Et en gros, ce qu'elle dit dedans, c'est que comment on mesure la valeur dans un pays, dans une économie. Le critère principal, c'est le PIB. Le PIB, c'est quoi? C'est globalement le cumul de toutes les transactions qui ont lieu dans un pays. Si ça augmente, on considère que les choses vont dans le bon sens. C'est la fameuse croissance dont les politiques parlent tout le temps. Sauf que, bah, il y a croissance et croissance. On peut augmenter le nombre de transactions dans un pays tout en faisant en sorte que ces transactions soient sur des choses qui pourrissent notre vie, pourrissent notre écosystème, pourrissent Mais c'est notre ça, lien social. c'est quelle est l'intention de la croissance. Exactement, et c'est quelles sont les transactions qui créent cette croissance-là. Et du coup, dans le livre, Laetitia démontre que, en gros, le PIB, c'est le pire indicateur à utiliser Mhm. pour mesurer la santé d'un pays. Et moi, dans mes réflexions, il y a un autre pays qui est imparfait aussi, mais qui a une autre réflexion qui est intéressante, je trouve, là-dessus, c'est le Bhoutan, Ouais, j'allais le dire. qui mesure pas le PIB, mais qui mesure le bonheur de la population. Enfin, le Et PIB, mais le B, c'est le bonheur. oui, Ouais. produit intérieur, je sais plus comment c'est dit, mais le B, c'est pas les chiffres financiers, mais c'est le bonheur. Et du coup, c'est effectivement, bah, ok, c'est quoi comment on fait pour mesurer ça? Et là, ça ouvre une complète nouvelle manière d'entrevoir l'organisation d'un système humain, donc l'organisation de la politique, qui est la réflexion de comment s'organise entre humains, je le répète. Et ça, je trouve, tu vois, c'est intéressant. Parce que là, du coup, les entreprises, ça rebat les cartes. Ok, si mon but, c'est d'augmenter l'épanouissement long-termiste en plus, ben ça change peut-être comment on opère. Mhm. Enfin voilà, du coup, je pense que ça répond à ta question de le rôle des entrepreneurs et des entreprises dans la société, c'est comment on fait pour maintenir le système humain et le système planète le plus longtemps possible dans le futur, tout en améliorant notre épanouissement sur le chemin. Ouais. Et puis enfin, je rebondis aussi sur ça parce que moi j'aime bien définir une entreprise comme un organisme vivant. Oui. Et enfin, tu parles d'écosystème depuis tout à l'heure, c'est un peu la même chose. Et donc, quel organisme, enfin, quel organisme vivant est mon entreprise Hmm. et quelle est ma relation avec cet organisme vivant de façon à ce que il puisse s'expanser Hmm. de lui-même, en fait. Tu vois, Hmm. grandir, remplir sa mission sociétale, euh, créer des liens, des relations saines, faire sa part, en fait, Ouais, et au-delà de moi. c'est clair. Et je pense une inspiration intéressante là-dessus, c'est encore une fois le monde vivant, c'est la nature. En fait, tu vois, quand on parle de ce truc de s'expandre et croître, on vit sur une planète dont les conditions de vie ont favorisé l'émergence de nous, les humains. On est, je sais plus, 7 milliards, je sais plus combien on est sur Terre aujourd'hui au moment où on fait ce Je crois qu'on podcast. atteint, presque on a atteint 8. Et
tu vois, c'est fou de se dire, à aussi grande échelle, il y a toutes les conditions qui font qu'on puisse exister de la manière dont on existe, qu'on imagine tous ces trucs complètement dingues, comme la technologie qui nous permet de faire cet épisode. Enfin, c'est fou, tu vois, de se dire ça. Et nous, on se dit, ok, il y a un truc, ça fait des millénaires, des millions et des millions d'années, que d'année en année, il y a une sorte de essai et erreur qui a créé cette richesse de fou. Et nous, on essaye d'être plus intelligent que ça. Et il y a un livre que je lisais sur ça, en gros la biomimétique, donc c'est comment tu t'inspires de la nature pour faire des choses, et qui dit le labo recherche et développement le plus puissant au monde est sous nos yeux. C'est la Ouais, nature ouais, qui, depuis des millions d'années, cherche c'est quoi la recette pour ouais. favoriser l'émergence de plein de choses. Et nous, on s'en prive. Mm, On est assez bête pour ne pas voir que ce truc-là est 25 milliards de fois plus intelligent que nous. clair. Et je trouve que du coup, là, quand on fait des rapprochements, ok, mon entreprise, elle en est à tel stade, on est, je sais pas, 3 personnes, on fait telle chose pour tel client, et on essaye d'améliorer avec notre mission sociétale telle chose. C'est quoi l'expansion selon la définition de la nature et du vivant? Qu'est-ce qui doit évoluer? Et là, on commence à toucher des choses qui sont vachement intéressantes. Tu vois, s'inspirer de la Oui, et permaculture, pour moi, s'inspirer... justement, Ouais. c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais la notion d'expansion, c'est la notion naturelle de l'expansion. Ouais, Et donc, qui dit expansion dit à un moment donné mort, ouais, comme grave. tu parlais tout à l'heure. Enfin, ça fait partie du cycle expansion, extinction. Hmm, Voilà. Comme il y a eu des phases d'extinction d'espèces, comme il y a des végétaux qui meurent. tout à fait. Donc, il faut faire de la place à un moment donné. Et Ouais. effectivement, on rentre peut-être dans cette phase-là en tant qu'humain. Ouais, ou la métaphore que j'utilisais juste avant qu'on commence à enregistrer, c'est celle du serpent qui se mue de sa peau. C'est Ouais, que une version de moi doit disparaître pour qu'une nouvelle version puisse apparaître. ouais. Et c'est pareil avec nos boîtes, c'est vrai. Oui, c'est pareil. En fait, tout ce qui se passe en nous et ce qui se passe aussi de façon macro. Ouais, Le micro et le macro sont la même chose. ouais. Ouais. Moi, j'adore cet enseignement de la permaculture. Tu vois, il y a des manières de cultiver où tu as des strates de plantes. Celle d'au-dessus fait de l'ombre pour celle d'en dessous. Ouais. Mm. Et puis une fois qu'elle a fini de grandir, elle meurt et elle devient le terreau pour que la terre soit plus riche pour Ouais. faire pousser sa petite sœur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, je trouve ça fascinant de se dire, si on prend ça et qu'on le met à l'échelle d'une entreprise, ah bah tiens, il y a des projets qu'on va faire qui vont nous permettre de financer le prochain, mais le rôle de ce projet, c'est pas d'être éternel, mais c'est un jour laisser de la place à une nouvelle réalité, et qu'on accepte ce mouvement, ouais, les vagues de la vie, quoi. Là où Ouais. je pense que beaucoup de fois, on essaie de se battre pour contraindre l'existant et de se dire il faut que ça reste et que ça demeure. On a du mal, j'ai On cherche l'impression à de... contrôler. C'est pour ça que Ouais, tu vois la notion de pouvoir tout à l'heure, je la nuançais un peu parce que finalement on choisit et on reprend le pouvoir, mais finalement on est juste en train de se laisser porter par la rivière de la vie, quoi. grave. Et on n'a pas de contrôle sur les contours de la rivière. Et je pense que c'est important ce discours-là aussi dont tu parles. Et je sais que tu as fait un post récemment là-dessus sur notre vie intérieure en tant qu'entrepreneur. Hmm. Et, et ce côté, voilà, mutation, laisser une identité pour laisser émerger une nouvelle identité. Je pense que c'est important d'exprimer ça. Et c'est un petit peu aussi l'intention de ce podcast pour montrer qu'en tant qu'entrepreneur, en fait, on fait de notre mieux chaque jour. Mais il y a Ouais. tellement de choses qu'on ne contrôle pas. Et donc d'accepter aussi ça, tu vois, d'accepter que notre entreprise, euh, on peut pas la contrôler, on n'a pas à la contrôler, Hmm. on a juste à la soutenir comme elle a à nous soutenir nous. Ouais. Ouais, c'est comme... Enfin, je sais pas pourquoi, mais je suis inspiré par ces histoires de nature et tout, mais c'est comme un jardin, tu peux guider la manière dont les choses grandissent, mais tu peux pas dire grandis dans cette direction-là spécifiquement, tu peux pas contrôler Ah ça. non, ah non, comme tu vois aujourd'hui tous les moissons aux États-Unis avec ces champs immenses de blé, ces moissonneuses énormes, on dirait des monstres en fait. Ouais, c'est... Et donc là, c'est typiquement l'exemple de l'humain qui veut contrôler quelque chose, Ouais, tout à fait. mais sans aucune conscience en fait de la puissance de la nature. Et je pense que nos entreprises
sont comme cette nature. Ou en tout cas, l'objectif, c'est qu'elle le soit parce que ça apporte tellement plus que ce qu'on est capable de faire avec nos petites épaules et notre Ouais. temps et notre énergie limitée. Je Mm. pense que c'est là où il y a des très belles choses qui se passent, c'est quand, au début, on commence, l'entreprise, c'est nous. Surtout quand on commence comme les gens que moi j'accompagne qui sont en freelance et indépendants, c'est sans moi, ça ne peut pas fonctionner. Mais le moment où ça devient le plus beau, je crois, c'est quand si ça reste que moi, ça ne peut pas fonctionner à l'échelle où ça peut et où ça Mhm. nous dépasse, tu vois. Mhm. Et je pense que ça, c'est un moment très difficile à vivre pour beaucoup de personnes. C'est le moment où j'accepte de lâcher les rênes du cheval et que le cheval va avoir une autre vie où j'aurai parfois plus de contrôle, parfois moins. Il va se passer parfois des belles choses, parfois des moins belles. Mais si je lâche pas, je me prive de plein de belles choses qui peuvent se passer parce que je lâche le contrôle. Et ça, c'est un des trucs que j'ai le plus appris sur la délégation et le fait de créer une équipe autour de soi et ainsi de suite ces derniers temps, notamment cette année dernière, et j'en parlais dans mon article bilan de l'année 2022, c'est quand tu donnes des choses à quelqu'un à faire parce que tu as envie qu'elle rentre dans ton équipe, il faut surtout pas lui donner que des tâches. Parce que tant que tu donnes que des tâches, tu conserves toutes les décisions et tu conserves surtout le libre arbitre de la personne dont tu lui prives en fait. Mhm. Et c'est en mode, ben, fais ça, quand tu l'as fait, montre-moi, je te dis si c'est bien ou si c'est mal. C'est assez normal de reproduire ça parce que c'est ce qu'on a appris à l'école, c'est ce qu'on a appris beaucoup dans notre éducation avec nos parents, c'est ce que la société nous transmet comme mode opératoire parce que bah, C'est on le veut des stylo rouge voilà, sur la feuille. on veut des bons petits salariés qui exécutent bien des tâches pour entrer dans un moule, mais Mm. ça ne fonctionne pas très bien, à mon sens, pour s'expandre quand on parle du vivant et tout. Et du coup, ce que j'ai appris, c'est plus, ok, ben en fait, il faut que j'accepte que je vais avoir quelqu'un avec moi qui n'est pas du tout dans la même réalité que moi et qui, du coup, apporte une nouvelle réalité, une nouvelle couleur, et c'est beau aussi, mais que donc, elle va faire des choses incroyables que moi j'aurais pas pu entrevoir parce que c'est pas moi, et aussi des erreurs que j'aurais pas faites si c'était moi. Mhm. Mais dans, mais dans ce mélange, il y a des super belles choses qui ne pourront sortir que quand je lâche prise, que Mhm. quand je décide que ok cette personne elle rejoint l'entreprise, elle a des objectifs que j'ai envie qu'elle remplisse, mais par contre la manière de d'aller vers les objectifs, tant qu'elle incarne les valeurs qui nous sont chères, ben en fait, ça la regarde presque. Et moi, ce que Mhm. je veux, c'est qu'on aille dans le bon sens. Mais comment on y va exactement dans la minute près de ce qu'elle fait de sa journée? Si je dois avoir un regard sur ça, je deviens un goulot d'étranglement pour ma boîte. Je suis pas en train de Mhm. libérer le potentiel. Claire. Et ça, je trouve, c'est un bon apprentissage très concret qui parle de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, en fait. Ouais, et puis ça fait référence aussi à la conversation que j'ai eue avec Pierre David dans un autre, enfin, dans le podcast, qui parle de toutes ces notions de management et de. Lui, il dit qu'il a compris qu'il était là pour donner à son équipe et pas à prendre d'eux. Ouais, grave. J'aime beaucoup aussi cette façon de voir les choses. Ouais. Tu parles d'apprentissage, Thomas. S'il y avait un fil rouge dans ton chemin d'entrepreneur, ce serait quoi? C'est une bonne question. Je pense que c'est. J'allais dire la pédagogie et en même temps, je vois pas si exactement comment ça se rapproche sur le sujet de la mort. Mais enfin, pédagogie, transformation, c'est les deux mots avec lesquels qui reviennent souvent. Mais Mhm. globalement, ce qui me fascine, et ce qui est un peu de ces deux mots, c'est comment les êtres humains intègrent de nouveaux savoirs sur eux ou sur une expertise particulière, donc les apprennent, les intègrent, donc ça veut dire ça fait partie d'eux, puis les appliquent. Et ce processus, je le trouve fascinant parce que ça parle autant de savoir très concret, du genre un truc que j'enseignais en séminaire récemment, de l'importance de ton prévisionnel financier, comment tu utilises ça pour prendre tes décisions d'investissement ou pas dans ta boîte, tous ces trucs-là. Mais ça parle aussi de comment t'apprends que ce qui est important pour toi dans la vie, c'est telle valeur et telle manière de faire les choses, et que souvent pour ça, on doit traverser des choses très inconfortables. Mhm. Et tu vois, c'est cette complexité de l'être humain que je trouve fascinante
et que j'essaye de mettre à fond dans tout ce que je fais ok, si on comprend mieux cette réflexion de comment un être humain apprend, intègre et applique des choses dans sa vie, et si on peut mieux accompagner ce processus, pour moi actuellement sur le sujet de l'entrepreneuriat, mais peut-être dans le futur sur l'intégration et la transformation d'un trauma comme la mort d'un proche, et ben là, on ouvre nos potentiels un peu plus que ce qui est déjà le cas. Donc je dirais que c'est ça, tu vois, c'est ça qui me fascine, et à chaque fois que je rencontre des gens, que je lis des trucs, je suis nourri de l'expérience de vie de cette personne et des prises de conscience que cette expérience a mené et qui font qu'aujourd'hui cette personne fait telle chose plutôt que telle autre. Je trouve ça assez beau, ouais, de voir Donc c'est l'impact de la vie, quoi. c'est une forme de digestion. Comment chaque personne digère un savoir, une connaissance, une information et la retransmet à sa façon ou l'incarne à sa façon. On peut dire ça. On peut dire ça. En tout cas, c'est ce que je mets derrière le terme que j'utilise de expérience pédagogique, que j'utilise pour tout ce qu'on fait avec ma boîte, qui est de dire que pour recevoir, digérer et appliquer quelque chose, la dimension de quel est le savoir est certes importante, mais la partie de l'expérience qu'on vit pour l'intégrer est également très très importante. Dans le sens où c'est quoi les choses dont on se souvient le plus dans nos vies? C'est les expériences très difficiles, très émotionnellement chargées, voire traumatiques, et notre corps s'en souvient d'ailleurs mieux que nous-mêmes des dizaines et des dizaines d'années après. Pourquoi c'est le cas? Parce que c'est des expériences de vie très frappantes, très marquantes, très chargées émotionnellement. C'est quelque chose... Exactement. C'est un super terme, empreinte. Et ça, c'est quelque chose que l'éducation fait très mal. Parce qu'on enlève toute la dimension de l'être et on essaye de rendre ça le plus froid et rationnel possible avec du par cœur, avec du juste, du faux. Et ça nous prive d'une énorme partie de comment on fonctionne en fait. Et ce qui est peut-être un peu fait exprès d'ailleurs. Hein. Ce qui est peut-être un peu fait exprès. Et en même temps, je me dis, c'est dommage en fait, parce qu'on pourrait beaucoup mieux enseigner les maths, l'histoire, toutes ces choses, en les rendant plus dans la matière de ce qu'on vit. Et tu vois, un exemple qui est souvent pris, c'est de se dire, bah oui, un truc de maths que tu fais dans une salle de classe qui se ressemble toutes sur un cahier blanc, c'est une chose. Mais quand tu prends ce même cours et que tu l'appliques dans, je sais pas, t'emmènes les gosses dans un supermarché et tu les mets derrière la caisse enregistreuse. Et là, tu commences à leur demander, OK, calcule-moi, combien est-ce que l'entreprise a fait cette semaine? Et du coup, ils sont en mode, OK, on a vendu temps, mais on a dépensé tant. Et là, tout le savoir devient hyper concret. Ils ont une vraie expérience qui s'ancre en mémoire de, OK, ce truc que j'ai appris, je sais à quoi il sert dans la matière, je me souviens de moi en train de le faire. Ça change tout dans la manière de le retenir et de l'appliquer. Bien sûr. Et c'est ça dont je parle en termes d'expérience, tu vois. C'est, OK, je peux me reprojeter avec tous mes sens dans un endroit qui colle avec un savoir particulier. Et alors, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais, de là où je voulais t'amener. Je rends ça difficile aussi, je prends des chemins de traverse. Non, mais tu vois, j'avais une idée, puis tu as parlé des enfants derrière une caisse enregistreuse, ça m'a amené sur des souvenirs que j'ai vécus avec mon fils là, parce que j'ai eu une période où il a été déscolarisé. Et voilà, et du coup j'ai complètement lâché où est-ce que je voulais t'amener, mais c'est pas grave, on va passer à autre chose. T'en fais pas. Si tu veux, je peux te balancer la bille tu me posais la question de le fil rouge de ma ça, carrière. je m'en souviens. Ouais. On est venu sur pédagogie, transformation, apprentissage et intégration des savoirs. Ouais, je te disais la digestion. On parlait de l'empreinte aussi. En quoi c'est important pour toi, cette notion de savoir? Que les gens accèdent à un savoir. En quoi c'est important pour toi? Je suis en train de lire un livre qui m'informe pas mal sur la teneur de ma réponse en ce moment. C'est un livre que Alexandre m'a offert d'ailleurs, dont on parle beaucoup depuis le début de cet épisode. Mais dont on parle dans tous les épisodes en fait. D'accord, bon, ouais. J'ai l'impression que c'est un peu le fil rouge effectivement pour l'instant des gens que tu invites. Tout le monde a croisé à un moment donné Alexandre Dana. Et du coup, c'est un livre qui s'appelle... Il est le premier épisode du podcast. En plus.
Bon, les gens le connaissent du coup. Ouais. Mais du coup, ce livre s'appelle Une éducation. Et c'est sur une fille qui grandit dans une famille de mormone. Je sais pas si on dit mormone, mais une famille De Mormon. Ouais. mormon, voilà. Et ça raconte, en gros, elle raconte ses souvenirs de sa vie, de sa plus tendre enfance, à un moment devoir choisir entre rester fidèle à ma famille et à l'enseignement que j'ai reçu, qui est du coup très très très... Enfin, c'est chaud, quoi. Quand je le lis, ça me fait peur presque, mais à quel point c'est cadré, c'est hors. Genre, c'est en mode on se reclus de la société, le reste c'est le diable. Et où elle découvre l'école, et où elle découvre des choses, genre l'Holocauste, dont elle n'avait pas conscience. Enfin, elle découvre énormément de choses à un moment donné quand elle accède à l'université. Et pour accéder à l'université, elle doit rejeter sa famille et son père qui veut absolument pas qu'elle y aille. Enfin bref, c'est toute une histoire comme ça. Et ça change sa manière de voir le monde, en fait. Et je crois que une des raisons pour lesquelles ça me tient autant à cœur, c'est que nos croyances sont importantes, mais je crois que nos croyances alliées avec la seule forme qu'on a trouvée, enfin la meilleure forme qu'on a trouvée de se rapprocher de la compréhension de cette planète et cet univers étrange dans lequel on passe du temps, c'est la science. Donc les deux liés ensemble, je trouve que c'est des outils qui nous permettent d'accéder à un meilleur épanouissement. Et j'observe, tu vois, par exemple, que je le vois beaucoup dans mon écosystème et dans ma communauté d'entrepreneurs et de freelance, c'est que le réflexe, et je ne sais pas exactement d'où il vient, mais je pense que c'est structurel et conditionné par la société, le réflexe en premier qu'ont énormément de ces gens, c'est soit se culpabiliser soi, soit culpabiliser une autre personne extérieure, et donc ça brise des liens humains ou des liens avec soi, et que quand on ramène une forme de savoir qui est basée par exemple sur comment le cerveau fonctionne, ou euh, ce qui se passe naturellement dans notre vécu émotionnel, les gens se détendent en mode « Ah, c'est normal ce qui m'arrive. Ah, je suis pas une horrible personne. Ah, je suis pas nul. Ah, c'est pas de sa faute à lui. C'est juste naturel ce qui se passe. » Et ça, je trouve que c'est incroyable l'effet que ça a sur les gens pour accéder à plus d'épanouissement personnel, plus d'épanouissement professionnel aussi, et dans ce qu'ils peuvent transmettre et donner à d'autres, et que le lien entre les deux est hyper important. Et j'ai pas envie d'opposer croyance et savoir scientifique dans ce sens, tu vois, parce que c'est souvent une opposition qui se fait, mais à mon sens, tout ce que je découvre au fur et à mesure de mon chemin, quand j'essaie de creuser et de me rapprocher le plus en plus de la vérité par la démarche scientifique, ça m'informe de plus en plus sur la place de ma spiritualité, par exemple, dans ma vie. Et le mariage des deux, je trouve, me rend très, très, très épanoui et heureux. Mais oui, et d'ailleurs, en fait, si je fais un résumé de ce que tu viens de dire, Oui. est-ce que ce pourrait être que pour toi, derrière le savoir, il y a la compréhension et que le fait que quand les personnes comprennent, elles sont en mesure de mieux aimer, de mieux s'aimer, de mieux aimer l'autre? Je pense que c'est un, un bon résumé. Mm. C'est un bon résumé dans le sens où et aimer, c'est une des choses, mais je pense qu'en gros, l'idée, c'est quand on arrive à mieux comprendre l'univers dans lequel on vit, les choses qu'on y fait, la place qu'on a dedans et notre propre fonctionnement d'être humain, parce que c'est ultra complexe un être humain. C'est tellement complexe un être humain. Ouais. Mais quand on comprend un peu mieux ça, j'ai l'impression que ça libère, oui, davantage d'amour propre et d'amour de l'autre, mais aussi toutes nos ressources en fait. On a tellement plus accès à nos ressources, à, notre, à nos compétences, à notre capacité, à notre potentiel, peu importe le mot qu'on veut mettre dessus. Mais là, c'est l'amour qui libère les ressources. L'amour, pas dans le sens amoureux. Je sais que Oui, 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 oui. je dis ça pour les auditeurs parce que je sais que toi, On parle le on même est sur la langage même là-dessus. longueur d'onde, voilà. Mais c'est pas l'amour amoureux, c'est l'amour en tant L'accueil. comme une énergie de vie en fait. L'amour, Mm. c'est ce qui c'est ce qui crée la vie partout. C'est drôle d'ailleurs parce que tu l'as mentionné pareil, ce mot avant qu'on commence à enregistrer et tu le redis là. C'est la première valeur de ma boîte.
On en a 4 et la première, c'est amour. Enfin, c'est amour et accueil. Et c'est posé à cet endroit-là parce que, comme ce qu'on fait, c'est accompagner des transformations de vie par une transformation du travail. Donc, c'est créer ou développer son entreprise pour avoir plus de ce qu'on veut dans la vie. Et peut-être que je pourrais conclure sur pourquoi le nom de notre boîte, c'est Kaleidoscope Horizons, parce que ça parle de ça. Mais l'amour est la valeur première, parce que, à mon sens, toutes ces transformations ne peuvent opérer si on ne se sent pas dans un espace rempli d'amour et d'accueil, Mm. c'est-à-dire où notre passé est notre passé, il n'y a pas de jugement là-dessus, on est ici pour construire le futur, et on peut être accompagné pleinement là-dedans, peu importe ce qu'on a fait avant, peu importe qui on est, peu importe tout ça. Et à mon Oui, sens, sans ça, tu vois, c'est de la sécurité émotionnelle, on peut pas transmuter pour aller vers d'autres choses. Donc je exactement. te rejoins sur ce que tu dis, c'est l'amour dans ce sens qui libère toutes les ressources pour faire après. Oui. Et puis je pense que notre passé nous sert aussi à comprendre ce que l'amour n'est pas. Pour qu'à un moment Hmm. donné, on puisse dire je choisis ce qu'est l'amour et je dis oui à découvrir et à l'expérimenter. Ouais, mais là, il y a plein de trucs fascinants dont on pourrait parler sur l'éducation. Eh Mais oui. un autre épisode. Et puis, enfin, c'est aussi pour ça que je t'ai invité dans ce podcast, c'est parce que euh, on partage cette vision de l'entrepreneuriat comme chemin d'amour. Hmm. Je ne sais plus dans quelle autre conversation on abordait ça aussi. Je crois que c'est avec Alexandre d'ailleurs, chaque palier en tant qu'entrepreneur est une capacité supplémentaire de recevoir l'amour. Hmm. Ça me parle. Ça me parle. J'aimerais beaucoup continuer encore plusieurs heures avec toi, Thomas. Ça commence à être un long épisode, mais j'ai l'impression c'est un peu ma signature, c'est que je ne peux pas m'arrêter, ou je ne veux pas m'arrêter. J'adore ces conversations qui durent et qui durent. Mais bon, on peut pas durer à l'infini, c'est vrai. Ou, en fait, on devrait faire un podcast H24 en ligne, tu sais, en direct. 24 heures live. On 24 mange heures live, devant, ouais, on dort carrément. devant. Ça s'appelle un podcast comme la télé-réalité. Bon. Hmm. Mais peut-être que du coup, le mot de la fin, je peux conclure sur cette notion de horizon kaléidoscopique qui est le nom Oui, de bien sûr. ma boîte, parce que je pense que ça remplit l'intention que j'ai posée en arrivant ici de faire prendre du recul. Ouais. Et pour la petite histoire qui est drôle, c'est que le terme kaléidoscope, c'est un surnom que mon père avait quand il était à l'université. On l'appelait Kaleidoscope John, son prénom c'était Jonathan, parce que c'était un peu le gourou des soirées. Euh, et, et sa maison à Brighton était devenue genre une antre de soirée. Il était toujours là avec ses grandes perles en bois. Donc bref, ça vient de là. Mais en termes... Donc le nom de la boîte, c'est Kaleidoscope Horizons Inc. Inc, INC, c'est pas incorporé, c'est incarné. Et donc, je pense que le chemin de vie que nous avons toutes, c'est celui que j'essaye d'accompagner avec la boîte sur la dimension professionnelle, c'est de se dire que nous avons tous et toutes dans nos vies des aspirations, des rêves, des désirs, des choses vers lesquelles on tend dans le futur. Un horizon. Sans cet horizon, sans quelque chose vers lequel on vogue, on est un peu perdu dans le présent de je ne sais pas où me diriger dans ma vie, juste j'enchaîne des tâches du matin au soir et les journées n'ont pas trop de but. Donc à mon sens, la première chose dont nous avons toutes besoin en tant qu'être humain, c'est un horizon, et pas n'importe quel horizon, un horizon kaléidoscopique, c'est-à-dire unique en son genre. Quand on regarde dans un kaléidoscope, qui est ce petit objet qu'on avait quand on était enfant et qu'on tourne la roue, les images sont toujours différentes. Et c'est quoi notre horizon kaléidoscopique à chacune de nous? C'est notre projection unique du futur souhaitable qu'on aimerait avoir pour nous, pour nos proches, pour le monde, qui est 100% basé sur nos expériences passées, ce qu'on connaît à un instant T. Et donc on est constamment en train de projeter ce futur idéal de ce qu'on a envie de construire, expérimenter. Et les verbes qu'on utilise, c'est ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'avoir et ce qu'on a envie d'être. Et
l'outil fascinant d'une entreprise, notamment une entreprise indépendante, c'est pour moi l'outil qu'on utilise pour incarner ce futur dans le présent. Et donc c'est tout Mm. l'objet de l'accompagnement qu'on essaie de proposer avec la boîte et que je pense que tout entrepreneur doit entreprendre, c'est de se dire c'est quoi mon horizon kaléidoscopique, c'est-à-dire ce vers quoi je projette ma vie, celle de mes proches, celle de l'impact que j'ai sur mon entourage d'ici les prochaines années, 6 mois, 1 an, 2 ans, on se fixe l'horizon qu'on souhaite, et comment j'utilise ma boîte comme un outil d'incarnation dans le présent pour faire en sorte que le chemin avance vers l'horizon. Mm. Magnifique. Et là, tu vois, je pourrais dire, on fait une pause et on revient pour la deuxième partie. Mais on pourra enregistrer un deuxième Une deuxième épisode partie. ensemble parce que justement, tu parles de quelle destination on choisit, quel avenir on choisit, quel désir on souhaite Mm. incarner. Et ça, c'est une conversation que j'aimerais avoir avec toi. Comment avoir la clarté sur nos désirs? Mm. Comment choisir cette destination? Parce que tu Mm. vois, moi, je pense que j'avais l'impression que tout était très clair jusqu'à ce que je devienne maman. Et Mm. à partir de ce moment-là, je n'ai plus rien su. Rien n'a été clair. Mm. Et il y a quelque chose aussi que j'aime beaucoup chez toi, c'est ta capacité à modéliser, que ce soit Mm. une information, un contenu, mais une personne aussi. Et je pense que c'est en lien avec ce que tu disais sur l'intégration du savoir. Et ça, je trouve que c'est un vrai talent que tu as de modéliser. Mm. Et, Merci. et puis, il y a deux autres ingrédients que j'aime chez toi, c'est ton engagement et ton leadership. Mm. Donc, tu vois, ces trois sujets, ça pourrait faire encore l'objet d'une conversation. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et pour Merci, Amélie. terminer, il me reste trois questions à te poser. Super. Quelles sont tes priorités pour ces 6 prochains mois, Thomas? Ah, j'adore. Mes priorités pour les 6 prochains mois, sachant que nous sommes début février 2023, c'est... En fait, j'arrive à un stade, notamment avec mon entreprise. Donc, je vais parler des priorités de mon entreprise et des priorités de Thomas. Celle de mon entreprise, c'est de continuer un travail qu'on a commencé l'année dernière pour créer un nouveau système qui nous permet de toucher plus de gens avec la pédagogie qu'on propose. Je suis très très satisfait de la qualité de ce qu'on avance, mais j'aimerais la mettre à l'épreuve de plus de parcours de personnes différentes pour continuer de la parfaire. J'ai l'impression que j'en suis à un stade je suis artisan, je fais bien ce que je fais. J'aimerais démultiplier l'impact. Donc ça, c'est une des premières priorités de l'entreprise, tout en cherchant un modèle pour nous, mais aussi à enseigner, pour cette grande question de créer une entreprise au service du monde. Donc à quoi ça ressemble dans tous les tenants et les aboutissants pour essayer de construire une sorte de recette pour que toi aussi, tu sentes que ton entreprise est vraiment au service des enjeux du monde dans lequel on vit au XXIe siècle. Voici les grandes questions à se poser et voici des pistes de réponses que tu peux explorer. Donc ça, c'est les 2 grandes priorités de l'entreprise, c'est toucher davantage de personnes parce que on a ce message qui me semble très important à répandre sur c'est quoi le rôle d'une boîte et la place de l'entrepreneur à l'intérieur par rapport aux enjeux du monde. Et du coup, ça, tu vois, ça me donne une espèce de feu de me dire, je vois personne qui parle autant que ce que j'aimerais qu'on parle de ces sujets dans mon écosystème de la formation, le coaching, l'accompagnement business. Ma responsabilité, c'est d'aller le faire. Ouais. Donc ça, c'est une de mes priorités. Et l'autre, qui est une priorité plutôt de Thomas envers Thomas, c'est de construire ce système d'une manière qui me dépasse et où je deviens, comme les autres personnes dans l'équipe, un morceau d'une chaîne de valeur qui produit des belles choses, mais plus le morceau. Là où aujourd'hui, les gens viennent pour Thomas, ils viennent pas pour l'entreprise, et ça va donc s'accompagner d'une transmutation de Thomas Burbidge vers Kaleidoscope Horizon, où en fait j'ai un rôle parmi d'autres, mais je suis personne, tu vois, je suis un petit être humain comme plein de petits êtres humains.
Oui, mais tu resteras quand même la personne source de l'entreprise. En tout cas, je contribuerai d'une manière où je fais une différence pour la boîte et j'ose Mm. espérer que les Tu, autres tu gardes, tu personnes... restes le gardien de la vision. Oui, ça Mm. c'est sûr. Mm. Ça c'est sûr. Mais ça sera mon rôle, tu vois. Et d'autres gens Ouais, auront d'autres rôles qui sont tout aussi importants pour bien bien délivrer ce qu'on sûr. fait. Mm. Donc ça, c'est le truc auquel je garde et qui va m'apporter d'autres beaux bénéfices derrière, de ne Mm. plus être le goulot d'étranglement. Ça m'ouvre beaucoup d'autres potentiels pour le reste de ma vie. Mm. Donc voilà, je dirais que c'est ça mes priorités. Magnifique. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast? Ah. Bon, je vais te dire le goal ultime. Ouais, Et ensuite, je vais ramener un peu plus dans la matière de ce qui est possible à court ouais. terme. J'aimerais énormément entendre le Dalai Lama Mm. sur, à son sens, la place des gens qui œuvrent par des entreprises pour le monde. Mhm. Je suis beaucoup inspiré par beaucoup de choses dans la philosophie bouddhiste. Pas forcément dans l'incarnation pratique de cette religion, mais Mm. dans les principes et les préceptes, ça me parle beaucoup. Donc ça, c'est une réponse. Je vais t'en donner une autre. J'aimerais beaucoup, et je pense que c'est plus une question de j'aimerais beaucoup que les chefs d'entreprise entendent cette personne plus Mm. que le fait que j'aimerais qu'elle passe dans ce podcast. Mais c'est... enfin, entendent, je dirais même écoutent vraiment cette personne. Ou ces personnes. Donc je pense à Arthur Keller, qui fait des conférences fascinantes sur ce qui se passe au niveau structurel par rapport au dérèglement climatique et la place de tout le monde là-dedans. J'aimerais beaucoup que, je vais dire, Emmanuel Macron ou tout autre dirigeant de groupe politique, parce que quelque part ce sont des chefs d'entreprise, Mhm. l'entreprise étant l'organisation de la civilisation française. Mhm. Et la Et France est un j'aimerais, business et la aussi. France est un business quelque Ouais. part, on pourrait soutenir ça. Mhm. Ben, tu vois, ces gens-là, j'aimerais beaucoup qu'ils entendent Arthur Keller, Aurélien Barraud, pas juste les entendre, les écouter vraiment Mm. et s'offrir la curiosité nécessaire de vraiment s'intéresser à leurs paroles. Mm. Je dirais aussi Jean-Marc Jancovici, enfin, tu vois, ces personnes qui portent parole à différents axes sur, ben, en fait, le plus grand défi de la civilisation depuis le début de notre existence humaine, en fait. Depuis qu'on s'est mis sur deux pattes, on n'a jamais fait face à quelque chose d'aussi important que ce qui risque de causer notre disparition dans les quelques centaines d'années qui suivent. Mm. Et donc je pense que les gens qui dirigent les plus grandes entreprises de notre pays, mais du monde, et les gens qui dirigent les entreprises politiques ont besoin d'avoir plus d'écoute pour ce genre de personnes. Donc je pense que si eux en ont besoin, n'importe quelle autre personne qui écoute ce podcast, ça ne peut pas du tout leur faire de mal. Et je leur souhaite de mettre de l'intérêt sur ces personnes-là. Mm. Donc voilà, le défi Magnifique. c'est le Dalai Lama, mais si tu peux avoir Bah, tout est un défi en fait là. ces autres penseurs de l'écologie, je pense que ça serait pas mal. Ouais. Avec quoi tu repars de notre conversation, Thomas? La première chose que j'ai envie de dire, c'est une sensation d'amour. Mm. En fait, je suis amoureux du processus. Je suis amoureux du processus qui se révèle dans chacune de ces conversations en podcast de se rapprocher de la vérité. J'ai l'impression que, tu vois, ce genre de conversation, autant pour nous que pour les gens qui écoutent, ça contribue à enlever une nouvelle couche de l'oignon Mm. pour se rapprocher de plus en plus du cœur. Le cœur étant soit le cœur de l'oignon, soit la vérité, soit notre cœur à nous. On peut mettre plein de choses derrière cœur. Et je pense que c'est ça, c'est... Ce genre d'espace est nécessaire dans notre monde, où on se plonge dans des conversations comme ça, avec toute l'ouverture nécessaire pour accueillir ce qui se dit sans être dans la confrontation de j'ai raison, j'ai pas raison, et d'en écouter davantage aussi. C'est pour ça Mm. que j'adore les podcasts très longs, parce qu'en fait on a le temps de voir la complexité de la pensée se dérouler et de se rendre compte de la profondeur des choses. Ouais, et puis surtout qu'on reçoit un sacré shoot d'énergie aussi, hein. Ouais. Et je pense que cette lenteur appelle beaucoup de choses.
Tu vois, comme je te disais avant qu'on enregistre, je suis en 4 jours de vacances là. Donc je reprends le travail vendredi, nous sommes mercredi. Et je sens que le fait de m'arrêter pendant 4 jours, ça crée du vide qui se laisse re-remplir. Là où le rythme de notre monde, avec TikTok, les formats très courts, les podcasts de plus en plus courts aussi, en fait, c'est un rythme qui ne laisse pas le temps de se vider. Ça remplit tout le temps. Et donc, je repars avec certes une formidable conversation, mais aussi cette sensation de parler ici, ça contribue à ces 4 jours de vide que je me crée pour me laisser re-remplir par la suite. Voilà. Je laisse ce silence parce que je ne sais pas si les auditeurs ressentent ça aussi, mais il y a juste une énergie d'amour de dingue. Donc, c'était aussi ce silence pour laisser cet espace. Carrément. Pour moi, ces conversations, c'est aussi un espace. C'est un espace qui s'ouvre, dans lequel on reçoit beaucoup. Aussi bien nous, en tant qu'animateurs ou créateurs de cette conversation, mais chacune des oreilles qui écoutera cette conversation et va recevoir quelque chose. Ouais. Est-ce que je peux me permettre de poser une question aux gens qui nous écoutent? J'aime bien faire ça à la fin des... Vas-y, et on peut terminer par ça, si tu veux. J'aime bien faire ça parce que comme ça, l'aventure se poursuit. Et je pense que ça le fait quoi qu'il arrive, les conversations qu'on écoute en podcast. Moi, ça m'accompagne souvent pendant les jours qui suivent, mais j'aime bien poser une question pour guider ça. Et du coup, ce que j'ai envie de demander aux gens, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de ce que vous avez entendu avec nous pendant, je ne sais même pas combien de temps, ça dure, 1h30 peut-être. Donc c'est qu'est-ce que vous avez reçu et qu'est-ce que vous voulez en faire. Parce que c'est bien beau d'avoir reçu quelque chose, mais c'est en faisant quelque chose de ça, qu'on va vraiment le conserver dans la durée. Sinon, ça va s'envoler comme tous les autres savoirs que vous avez eus à un moment de votre vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on vient d'entendre? Et si vous voulez me le dire, je serais très curieux de recevoir ça. Et d'ailleurs, comment les personnes peuvent te contacter? Alors, pour être sûr que je le lis, c'est par mail, hello@thomasburbidge.com. C'est sûr que je le lis. Pour être sûr que je vous réponde, c'est plus Instagram, @thomas.burbidge. J'ai une relation très particulière à ma boîte mail. Je lis tout, je réponds à tout, mais souvent des mois après. Donc là, j'ai une partie de ma boîte mail où c'est tous les gens qui m'ont écrit des super beaux mails en réponse à une newsletter, un podcast, quelque chose comme ça, et à qui je vais répondre. Mais je sais pas, j'ai souvent besoin de digestion, on en parlait, pour revenir à ça. Donc Instagram @thomas.burbidge ou mail hello@thomasburbidge.com. Magnifique. Et je mettrai tous les liens, tout ce qu'on a évoqué en fait, et le lien vers ton site, bien sûr, ton podcast. Oui. Je mettrai tout ça dans la description. Formidable. Un grand merci, et Thomas. Si jamais tes auditeuristes veulent que je revienne pour un épisode 2, je leur laisse le soin de te le faire savoir. Exactement. Comme tu as ouvert la porte, réclamer. Laissons-les réclamer s'ils le veulent, sinon je ne viendrai pas. Exactement. D'ailleurs, moi non plus, je ne reviendrai pas. Voilà, comme ça, c'est dit. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi, Ambline, c'était un délice. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pris un sacré shoot de haute vibration et d'amour. J'espère que cette conversation vous a inspiré, vous a montré une autre facette de votre chemin d'entrepreneur. Merci de partager cet épisode par WhatsApp à vos contacts, à votre réseau d'entrepreneurs, sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez nous mentionner, Thomas et moi, dans vos publications. Et comme nous le disions à la fin de la conversation, si vous voulez creuser certains de ces sujets évoqués avec Thomas,
Si vous voulez que Thomas revienne dans le podcast pour poursuivre cette conversation, il vous suffit de le réclamer en commentaire de ce podcast ou bien sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.